Je ne suis pas venu effectivement faire du développement personnel ou l'apologie d'une quelconque success story. Moi, je m'appelle Élie Maucourant, j'ai 33 ans, j'ai donc écrit plusieurs romans, 3 romans exactement, Marcheur, Warm Blue 1, Warm Blue 2, qui sont tous des romans de l'imaginaire, littérature de genre, ce qu'on appelle science-fiction, fantasy, fantastique. Et c'est ça qui va m'intéresser tout particulièrement aujourd'hui, vous montrer l'envers du décor, le revers de la médaille finalement, comment on écrit un texte, les galères d'un jeune auteur. On va enlever un peu le phare de tout ça, on va regarder comment ça se passe pour de vrai, et puis j'ose croire finalement qu'en vous exposant ces difficultés, ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure de l'écriture, finalement, découvriraient aussi, on partagerait quelque chose. Oui, c'est pas seulement de la poudre de perlimpinpin ou quoi que ce soit, c'est difficile, effectivement. Et de manière plus générale, partager cette expérience avec vous. Alors, quelle qualité requise, selon moi, pour écrire? Alors, ça va peut-être vous surprendre, ou pas. Mais la première, c'est l'ego. Parce qu'il vous en faut, évidemment, de l'ego. Vous allez consacrer 1 an, 2 ans, parfois beaucoup plus, toutes ces années à écrire un texte. Ça va être difficile. Et vous allez le lancer en pleine place publique. Ça peut être super violent, les retours. J'aime pas, c'est nul, ça m'intéresse pas, je lis pas. Ah bon, t'écris toi? Ah, c'est intéressant, je sais pas ouf. Hein. Donc, c'est forcément à ce moment-là que vous allez en prendre plein la fraise. Et si vous n'avez pas un peu d'ego, ça va être très compliqué. Alfred de Musset disait l'orgueil, c'est la probité du pauvre et la grandeur des rois. Et je rajouterais le carburant de l'auteur. Je me souviens en fac de lettres, on était tous des Villon, des Verlaine, des Baudelaire en puissance. Et c'est super, fondamentalement, parce que ça vous donne cette énergie pour écrire, pour accepter les défis. Bon, ça, c'est pour l'ego. Il y a une autre qualité, paradoxalement, qui est requise, en tout cas à mes yeux, une nouvelle fois. C'est l'humilité face à la somme incroyable de travail qui vous attend. C'est un travail titanesque de retouche. La retouche, c'est 99,9% de votre travail d'auteur. On retouche encore et encore et encore et encore, comme Flaubert à la limite qui hurlait son texte, et on ne s'arrête jamais de retoucher. C'est très, très, très exigeant. Ça demande beaucoup d'engagement. Je me souviens, l'incipit de mon roman Warm Blue, j'ai eu besoin de 6 mois pour me décider si je mettais une virgule ou un point-virgule. On est à ce niveau-là de toc et de monomaniaque, hein, si je puis dire. On remine, est-ce que je mets cette virgule-là? Non, c'est pas super. Alors on y pense sous la douche, hein, je vais retoucher, puis on y pense aux toilettes, puis on y pense dans sa chambre, en voiture, en conduisant. Ça ne s'arrête jamais. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça et à retravailler votre texte, c'est pas la peine. Bon, là on a 2 qualités qui ont été présentées. Super. Maintenant, place aux difficultés, sinon c'est pas drôle. Alors, la première des difficultés, c'est que vous allez rentrer dans une fosse remplie de lions, d'ours et de serpents. Le marché éditorial est impitoyable, parfois même monstrueux. Je m'explique. Il faut garder en tête que lorsque, par exemple, j'ai voulu publier mon premier roman, j'ai toqué à la porte de 50 maisons d'édition, essuyant refus sur refus. Après tout, pourquoi faire confiance à cet illustre inconnu? Quelles sont les chances pour que cet inconnu, donc, fasse une TEDx? 0, a priori. Les éditeurs français n'aiment pas forcément les jeunes auteurs. Pourquoi faire confiance à ce texte? On n'a jamais entendu parler. Est-ce que ça va rapporter un peu d'argent? Bon, très bien. Donc je me suis tourné vers les anglo-saxons, ou plus précisément, pour être plus juste, au Canada et chez des Québécois. Bon, ils ont accepté, très bien, on va tester le marché québécois, et puis ensuite on va lancer donc votre livre en Europe, dans plusieurs pays. Ça marche très bien. Sauf qu'ils me demandent une suite,
et que cette suite, finalement, ne sera pas publiée, puisque mon éditeur me dit tout simplement, en fait, on laisse tomber. 2 ans et demi de travail perdu, puisqu'on ne peut pas publier comme ça, ex nihilo, une suite. Croyez-moi, c'est pas facile à prendre dans les dents. Vraiment pas. L'écriture, fondamentalement, c'est l'échec. Quelque part, tant mieux. Parce que si on était un parangon de littérature, on serait forcément répétitif dans sa perfection. Ou alors on finirait par régresser. Mais bon, là je dis ça maintenant, mais sur le coup c'était très difficile. Donc l'échec. Il faut absolument intérioriser ça. L'écriture est l'échec. Il y a un autre problème ou en tout cas concurrent. L'image. Et oui, je me souviens très très bien, j'étais invité à la Japan Touch, Geek Touch. Alors j'étais tout content, j'allais présenter mon livre. Là-bas, je vivais en Écosse à l'époque, on paye le billet d'avion, super. Et puis je vais sur le stand, quelques personnes se pressent du coup pour signer des livres. Et je vois cette horde phénoménale de gens qui vont voir les streamers, les twitchers, les pro-gamers, les youtubeurs. Moi j'aime bien aussi. Mais sur le coup, je me dis, est-ce que j'ai choisi la bonne voie là? Concrètement, à quoi bon écrire si on n'est pas lu? Surtout à l'ère de l'image. Mais de manière générale, un écrivain, concrètement, qui n'est pas lu, n'existe pas. Un texte qui n'est pas lu n'existe pas. C'est le lecteur qui fait vivre le texte. De Marie de France jusqu'à maintenant, c'est la même chanson. Et donc, effectivement, ce questionnement-là se pose. Alors, on entendra toujours dire « Oui, mais tu comprends, il faut faire ce qui te plaît. » Oui, mais si je ne suis pas lu, je n'existe pas. Donc, ces questions se bousculent, se mélangent, puisque quand vous travaillez 2 ans et demi sur un texte, il est légitime de s'interroger finalement sur ce qui va advenir ensuite. Alors du coup, pourquoi j'écris? Non mais c'est vrai, parce que bon, ça fait quand même beaucoup de choses compliquées là. Alors d'abord, je vais reprendre un adage médiéval que j'aime beaucoup. Nous sommes des nains, mais nous montons sur les épaules de géants. Quand on écrit, et bien sûr, moi c'est le cas évidemment depuis tout petit, je suis nourri à la science-fiction, la fantaisie, le fantastique, pas que cela s'entend. Mais quand on écrit, on a fondamentalement l'envie de dépasser ses maîtres. C'est incroyablement orgueilleux, c'est extrêmement prétentieux, mais ça vous donne une force pour écrire et ne jamais rien lâcher. J'ai 3 maîtres en littérature. Dan Simmons, américain, très francophile, qui m'a appris à construire une histoire, du moins je l'espère. Dantec, que je cite beaucoup et que j'aime beaucoup, qui m'a appris l'art du style, de la figure de style, du moins je l'espère. Et Jaworski, maître absolu de la fantaisie française, qui lui m'a appris à écrire avec élégance, du moins je l'espère. Alors, dépasser ses maîtres, soit, mais ça ne peut pas être en soi la seule motivation. Il y a, évidemment, quelque chose d'incroyablement grisant lorsqu'on joue à être Dieu. Bah oui, quand on écrit, c'est ça. On est Dieu l'espace d'un instant. On a tout pouvoir, pur démiurge. On peut absolument tout faire. Et croyez-moi, c'est extrêmement grisant. Vous regardez cette lanterne qui se balance de gauche à droite et qui laisse des reflets. Comment je vais la caractériser? Comment vais-je caractériser cette ambiance? Créer des ambiances. Mon premier roman est un lent glissement du polar jusqu'au fantastique. Donc l'ambiance, il fallait la travailler, il fallait que je fasse quelque chose de cette lanterne qui grince et qui laisse des lueurs de droite à gauche. Et là, vous êtes sur un travail quasiment d'expressionniste. Et ça, c'est beau de créer ces ambiances, ces atmosphères. C'est très grisant. Et puis, bon, j'aime bien les adages. Placere et docere, dirais-je, pour reprendre la fameuse expression, plaire et instruire.
Après Marcheur, donc, ce roman d'ambiance, ce glissement entre le polar et le fantastique, j'ai voulu écrire un roman d'anticipation, très précisément de la science-fiction, mais techno-thriller d'anticipation. Il fallait donc que je construise ce que pouvait être le siècle prochain. Pas facile comme tâche. Moi, je ne suis pas très bon en maths et en physique. Du coup, il a fallu que j'aille chercher l'aide de spécialistes, chercheurs en physique nucléaire, agence spatiale européenne, des militaires, des vétérinaires, pour essayer de créer un monde plausible. Car l'écrivain de l'imaginaire a le devoir absolu de rendre son histoire crédible, sinon, il n'est pas lu. Et donc, je travaille, je compile toutes ces données. Est-ce que la bioluminescence, finalement, peut éclairer suffisamment une rue? Quelle énergie utiliser sur Mars? Comment aller sur Mars? Autant de questions où, finalement, vous avez besoin de pas mal d'aide. Et puis, bien sûr, puisque c'est une projection de ce que pourrait advenir, de ce qui pourrait advenir effectivement dans un siècle, vous vous doutez bien, au regard de la catastrophe écologique, que ce n'est pas très optimiste. Et donc, outre ce travail de journaliste, de compilation, qui est très intéressant, vous prenez le rôle du chien de garde, celui qui avertit, plaire, divertir et instruire. Alors bon, finalement, je parlais de l'image. On peut tout à fait faire des séries, des films, sans aucun problème, et travailler l'ambiance, faire quelque chose d'impressionniste, jouer à être Dieu en étant réalisateur. On peut tout à fait, en filmant avec une caméra, plaire et instruire, selon l'adage du grand siècle. Il y a une chose très importante ici qui va m'intéresser. L'écrivain est comme l'architecte. Il crée des espaces, des structures communes, universelles, que nous pouvons traverser, que nous pouvons arpenter, mais dans lesquelles nous vivrons des expériences uniques, intimes, originales. En un mot, on lit tous la même chose, mais on ne voit pas la même chose. C'est comme ouvrir une planche de BD et respirer 1000 parfums qui vous seront propres. Et ça, le cinéma ne l'aura pas. C'est quelque chose de très, très fort. Quelque chose que je ne suis pas prêt à abandonner et qui aussi, après toutes les motivations que je vous ai ici énoncées, me poussent à écrire. Vous créez quelque chose d'unique, qui sera aussi unique chez la personne qui le reçoit, et systématiquement original. Bon, et puis force est de constater, Handmaid's Tale, Game of Thrones, Witcher, The Expanse, Gomorrah, Le Jeu de la Dame, tous ces succès, toutes ces séries sont adaptés de romans. Quel meilleur scénario qu'un roman? Vous avez le meilleur des screenplays ici. Incroyable, non? Une structure narrative incroyablement efficace, qui marche du feu de Dieu, avec potentiellement à la base un petit succès. Et une nouvelle expérience, cette fois-ci graphique, que vous allez proposer à votre public. Quelle transformation sublime, n'est-ce pas? Et donc, modestement, bien sûr, pour un auteur, sur cette dernière phrase, je conclurai comme on démontre aux élèves, on leur explique comment terminer un commentaire de texte sur une ouverture, et cette transition donc avec les séries. Quel futur pour mes romans? Et je vous remercie.